Alors c'est sûr que ma vie d'alpiniste qui a duré quand même 30 ans au total, hein, 28 ans de métier de guide, 30 ans d'alpinisme, c'est beaucoup. Toutes ces 30 années, ça a été vraiment des conflits, oui, à outrance. Beaucoup de conflits. Donc ce qui fait que je fais partie des gens qui peuvent avoir de très bons amis, extrêmement fidèles, mais des ennemis aussi puissants. Moi, ça a été une drogue exceptionnelle. Mais c'était quand même une drogue. Parce que je ne pouvais pas me passer d'une reconnaissance que j'avais par des premières. Donc une première en a amené une autre et ça a été cet enchaînement de premières. Maintenant, pour moi, la montagne, j'en ai plus besoin. J'en ai tellement emmagasiné qu'effectivement, mais sur tous les jours, surtout quand tu vis à Paris, on te dit mais elle ne te manque pas cette montagne. Eh bien je dis non, elle ne me manque pas. Elle m'a tellement pris de temps que maintenant je suis content d'être à Paris pour aller voir des peintures, pour vivre une autre vie. On peut classer Marc Battard sans problème dans les années 80, la décennie des années 80, on peut vraiment le classer dans les meilleurs alpinistes à l'époque, sur un plan mondial. Mais ça va être l'avis que de quelques personnes qui sont de bons observateurs du milieu de la montagne. Pourquoi ? Parce qu'alors effectivement, sur le plan de la gestion de son image, dans le milieu et dans le grand public, là, c'est une véritable catastrophe. Marc Battard n'est pas un calculateur. Le Makalu, le Cho-Oyu, le Dhaulagiri, l'Everest en Himalaya, l'Eiger, les Drus, les Grandes Joras dans les Alpes sont autant de sommets qui n'auront pas résisté à ces assauts. Tout à l'instinct, parfois dans la douleur, souvent dans le conflit avec les médias ou le milieu de l'alpinisme, il aura inscrit son nom sur les plus grandes phases du monde pendant près de 30 ans. La découverte de l'escalade à l'âge de 18 ans le sortira d'une adolescence difficile. Il trouve enfin là le moyen de canaliser une énergie débordante. Sa progression est fulgurante. Il enchaîne les premières avec une frénésie qui semble déjà démesurée. Maintenant, je le vois avec du recul beaucoup plus facilement qu'avant, bien sûr. C'était une façon de me valoriser, de sortir de cette difficulté que j'avais à m'accepter, à ne pas en fait accepter ne serait-ce que mon nom. J'avais du mal à porter mon nom, j'avais du mal à supporter mes oreilles décollées. Et puis aussi, j'aurais aimé être un peu comme tous les autres garçons, c'est-à-dire flirter avec les filles. Et il y avait quelque chose qui se passait qui était vraiment le mal-être profond que j'avais, mais que je ne pouvais pas maîtriser à ce moment-là. Après seulement 2 années d'escalade, Marc passe son diplôme d'aspirant guide, puis, ultime consécration, il intègre l'expédition française au Gasherbrum II. En ce mois d'août 1975, il devient le plus jeune à fouler un sommet de 8000 mètres sans oxygène. Son compagnon d'alors n'est autre que le plus célèbre alpiniste de l'époque. Première désillusion. La nature a fait que j'étais plus résistant que lui et que je suis monté au sommet du 8000 plus facilement que lui, c'est pas de ma faute. Mais quand tu rentres en France et que cet alpiniste dit qu'il a tiré le jeune Marc Battard, eh bien c'est affreux. Ouais. Heureusement que j'avais mon diplôme d'aspirant guide entre les mains et que j'ai connu Mireille à ce moment-là. Et que sinon j'aurais totalement arrêté la montagne déjà en 1975. Mireille, elle venait de la Bretagne, elle était amoureuse de la montagne, elle est venue en montagne et pour être franchement franc, on a passé 10 années ensemble et c'était non, c'était des hauts, c'était pas très facile. Bien sûr, maintenant je suis très conscient que Mireille était extrêmement attachée à moi, extrêmement amoureuse, ça c'est clair. Mais que je pouvais pas moi lui donner exactement ce qu'il fallait, c'était pas. De ces 10 années de vie commune naîtront 3 enfants. 10 ans durant lesquels Marc subvient aux besoins de sa famille en exerçant son métier de guide.
Quelques premières, en compagnie de ses clients les plus aguerris, viendront enrichir son palmarès. Mireille et Marc divorceront en 1987. C'est à cette période qu'il reprend le chemin des expéditions himalayennes. Alors que Reinald Messner poursuit sa course aux 14 sommets de plus de 8000 mètres, Marc n'en gravit pas moins de 4 en un an, dont le pilier ouest du Makalu et l'Everest en moins de 24 heures. La haute altitude, cette fameuse zone de la mort, est son terrain de prédilection. Il est clair pour moi que Marc Battard aurait pu tout naturellement être dans la course aux 14-8000. Il aurait pu être le premier homme à faire ça. Il en avait la capacité. Parce qu'on oublie quand même quelque chose, c'est quand Marc Battard bat un record à l'Everest et qu'il tombe le temps d'ascension à moins de 24 heures, il le fait sans oxygène. Aujourd'hui, tous les records qui se battent, et Dieu sait si les Sherpas sont doués en ce domaine-là, puisque le record est tombé à 8 heures et quelques, mais c'est avec oxygène. Donc Marc, pour l'instant, personne n'a accompli ce qu'il a fait. Je l'ai fait surtout pour avoir une carte de visite. Bon, mais j'ai pas réussi à la première tentative, j'ai réussi à la troisième où j'étais complètement épuisé, mais même épuisé, j'ai quand même réussi à le faire en moins de 24 heures. Cette soif de reconnaissance, elle était dans cette course à la recherche de ma personne, à ce mal-être profond que j'avais de ne pas savoir où j'étais, puisque j'étais sans arrêt à chercher mon identité sans le savoir. Bon, maintenant, c'est sûr que maintenant, je suis sorti de cette histoire, bon, ce qu'on appelle la sortie du placard, donc savoir eh ben, que je suis tout simplement homosexuel et bien, mais j'étais dans cette fuite totale. Quand il m'a annoncé donc qu'il était homosexuel, ça me paraissait invraisemblable. Pour quelle raison ? En fait, c'est simple, c'était pas Marc qui me posait problème. C'était que dans le monde de la montagne, je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait cette réalité. Ce qui est parfaitement stupide. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était aussi bien par rapport au monde de la montagne. Le monde de la montagne, c'était comme tous les mondes. C'était pas un monde d'exception, c'était pas un monde irréel. Je trouvais que ce secret qu'il révélait là, eh bien, expliquait une part de ce qu'il avait été, de ce qu'il était. L'homosexualité n'était pas ce qu'expliquait son caractère, mais le secret de son homosexualité était ce qui l'expliquait. C'est parce que Marc ne pouvait pas dire, c'est parce que Marc ne pouvait pas être, qu'il était ce qu'il était. C'est pour ça qu'il était en colère. Moi, une chose m'avait frappé de la part de Marc. C'était au camp de base de l'Everest, quand il essayait de battre son record de vitesse. Et je l'avais vu dans une tension, comme j'avais rarement vu de gens réagir avant de faire quelque chose, certes important, certes risqué, certes difficile. Mais là, vraiment, j'avais l'impression que tout le corps de Marc Battard refusait ce que lui était en train de s'inventer dans sa tête. Je le vois encore vraiment vomir, c'est-à-dire rendre, tu vois, mais comme si l'intérieur de lui se retournait, quoi. Il ne voulait pas y aller. Et puis, il y allait parce que la mécanique psychologique était telle qu'il fallait qu'il y aille. À l'âge de 32-33 ans, les enfants étaient très petits, puisqu'Alan avait 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans à peu près. J'ai rencontré un garçon et ça s'est suffisamment passé pour comprendre que j'étais homo, mais pas suffisamment. Si j'étais tombé amoureux de ce garçon, imagine le drame que ça aurait pu faire. Parce que dans ce milieu de la montagne, j'aurais pas pu assumer l'homosexualité, donc j'aurais forcément changé de métier. J'avais trois enfants à élever, ça aurait été une catastrophe. C'était un type
tendu, bagarreur, pas fiable. Moi, je me suis plus engueulé avec Marc qu'autre chose. Hein. Il y a des moments, je ne pouvais pas le supporter, quoi. Et je l'aimais quand même bien. Il avait aucun recul, aucun... rien. Il m'a toujours fait l'effet d'être quand même un peu comme un enfant. Et les enfants, on ne peut pas leur en vouloir, quoi. Les retombées de ces exploits sont moindres qu'espérées. Les expéditions coûtent cher et les dettes s'accumulent d'autant plus vite qu'après les succès arrive le temps des échecs. Même s'il atteint le toit du monde une seconde fois en 1990, sa tentative de bivouac au sommet échoue. Il faudra attendre 1992 avant que Marc ne retrouve la voie du succès. Tout d'abord dans la face nord des Grandes Jorasses, puis dans la face ouest des Drues. En hiver, en solitaire et toujours à l'arraché. Il faut avoir un côté un peu fêlé, donc moi ça je l'avais. Et ça, c'est pas une image qu'on donne souvent justement aux homosexuels. Les homosexuels, en général, ils ont plutôt une image plutôt précieuse, hein, comme mon copain qui est précieux, comme les garçons qui sont efféminés. Ça aussi, c'est pareil. Hein. Moi, dans ma jeunesse, même jusqu'à très longtemps, je pensais que les homos étaient que des garçons efféminés. Et bon, c'est loin d'être le cas. Et on trouve même des garçons efféminés qui ne sont pas homos. Alors, donc, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Donc, voilà. Et moi-même, ça m'est arrivé souvent, enfin souvent peut-être pas, mais de dire, comme certains collègues guides, ça c'est pas un sport de PD, ou c'est pas un rocher de PD, ou je sais pas, des conneries comme ça. Mais là, les drues sont tout pris et ça sera plus simple de voir sur cette magnifique photo. Là, on voit très bien la première fois que j'ai ouvert dans les drues en solitaire, où j'avais mis 19 jours et où j'étais parti du point le plus bas, que l'on voit bien ici, pour monter ici, là, croiser ces voies-là, monter ici. Et là, après cette portion où j'étais resté bloqué une semaine, dans le mauvais temps complet, où j'avais progressé de 60 mètres, dans des surplombs là, qui sont absolument faramineux. Puis après, j'étais ressorti dans ces fissures-là pour arriver sur la bière des Allemands. Et après, j'étais sorti d'une façon classique. La voie soutien aux EF, j'ai eu l'idée de l'appeler soutien aux EF parce que comme j'étais en plein hiver et que je partais comme un grand égoïste dans cette paroi pour me faire plaisir quelque part, hein. C'était peut-être une fuite en avant, mais j'avais quelques sponsors, mais ils n'avaient pas la possibilité de prendre toute la surface de ma tente, donc il me restait un espace libre. Et là, cet espace libre, finalement, spontanément, je me suis dit, je vais faire un clin d'œil au SDF, au risque d'être critiqué ou enfin peu importe. Donc j'ai pris mon feutre et puis j'ai fait soutien au SDF. Et alors c'est sûr qu'à mon sponsor principal qui fabrique des valises, plutôt vendues à des gens qui ont relativement bien les moyens, ça leur a pas forcément plu, ça c'est clair. Finalement, la montagne est géniale, mais en même temps, il y avait des périodes oui, où je me disais, finalement, ça serait bien qu'il y ait une chute de pierre et qu'elle me prenne comme Jean-Pierre dans les Grandes Jorasses. C'est tellement simple à cette période. Mais attaquer une voie avec un esprit suicidaire, c'était très léger quand même en général. Mais je retrouvais assez rapidement, même plutôt rapidement, le vrai goût de vivre. Et puis quand on réussit, c'est sûr qu'on a envie de recommencer. C'était un pas de plus à la reconnaissance. Et donc il y avait un réel plaisir. Et donc ça permettait certainement d'effacer le réel problème qui me concernait.
petit, j'ai pas avoir souvenir d'avoir eu vraiment un père. Enfin, quand il était là, il était présent, mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir, je pense pas comme mes copains qui ont eu leur père présent tout le temps, quoi. Je pense que j'ai plutôt connu mon père quand préadolescent, dans l'adolescence, quoi. Mais il était pas souvent là, mais quand il était là comme un vrai père, quoi. Il était souvent en galère d'argent ou d'autres choses, comme tout le monde peut le connaître, dû à son caractère, mais il y a des valeurs, quoi, et c'est ça qu'il a souvent mis dans la merde. Mais il est toujours là pour nous, quoi. Parti! Même maintenant, je commence à le découvrir, quoi, ce qu'il a fait, et j'en suis fier, ouais. Je vais laisser ma casquette. Non, comme ça c'est bon. Non, je vais la perdre. Je l'ai pas encore dit, je lui le dirai bientôt. Et si je le tire un coup sec là, c'est bon? J'ai mal au bras encore. Le fait d'avoir des enfants m'a permis d'être 10 fois ou 100 fois plus prudent. C'est évident que je pouvais, à cette époque, ne pas me passer la montagne. J'étais quand même conscient que mes enfants avaient une certaine angoisse. Après, par la suite, j'ai découvert que leur angoisse était quand même beaucoup plus forte que ce que j'aurais pu imaginer, ça c'est clair. Même il n'y a pas très longtemps, avec Sonam, qui a maintenant 20 ans, effectivement, quand je parle du passé, il n'y a pas très longtemps, eh bien, en parlant de ça, elle s'est mise spontanément à pleurer. Donc c'est quelque chose de profond. Oui. À son âge, j'avais déjà fait mon premier 8000, donc j'étais aux anges en fait. Mais en même temps, j'avais un énorme problème par rapport à lui, c'est que lui, il sait qui il est bien dans sa peau. Moi, j'y étais pas. J'y étais pas et je croyais avoir trouvé une certaine voie de normalité avec sa maman, mais j'étais sur une fausse route. Quand je relis mes notes du Piliwa du Makalu, mais tous les jours, je disais mais qu'est-ce que j'ai à foutre ici? Je serais bien mieux avec mes enfants, et tout ça. Et puis finalement, dès que je rentrais chez moi, que j'avais réussi ou pas réussi une ascension, au bout de 8 jours, j'avais déjà envie de repartir dans un truc, dans un projet. Donc... Tu peux avaler à la... J'ai vraiment pas de bras. Avale bien. Sec. Hop. T'es content? On t'avait pas dit de manger de la soupe quand t'étais petit? T'es passé tellement facilement que je pensais quand même passer ça tout de suite. S'il te plaît, avale bien. Toutes les 2 minutes, je descends de 20 mètres, hein. Bah, garde bien le mou, là, que je puisse au moins repartir. J'ai vraiment l'impression d'être un de mes anciens clients au bout d'une corde. Vas-y, tiens bien. Ouf. Ah, là, une bonne prise, putain. Elle est tellement bonne que j'arrive même pas à la tenir. Quand papa était parti dans les Drus, effectivement, j'avais complètement oublié qu'il était parti. C'était en plein hiver. C'est sûr que c'était assez morose, quoi. Et en fait, la semaine où il est parti, je lui avais dit que j'avais pas pensé à lui. Inconsciemment, j'ai voulu oublier qu'il était parti parce que je me rendais compte que c'est dangereux quand même. Donc c'est sûr que c'était pas évident, surtout quand à la télé, le soir, t'entends parler de Marc en difficulté ou Marc et machin. Tu t'inquiètes, quoi. Voilà, donc autant à la limite être ailleurs et pas entendre parler de ça. Je pense que quand il menace son homosexualité, il faut pas se voiler la face. Comme, je pense que quand tu apprends ça, c'est quand même pas comme si tu apprenais un truc anodin. Donc pour vraiment, c'est un truc cru que je vais dire, mais pour vraiment comprendre et assimiler le truc, c'est qu'il faut imaginer, il faut tout imaginer. Après, à partir de là, peut-être quelques mois après, effectivement, j'ai vraiment réalisé, puis il a jamais eu de soucis, quoi, au contraire. Il est heureux, moi je suis heureux, donc c'est bien, quoi. Il n'y a pas de soucis. L'homosexualité, c'est pas une tare, au contraire. Tu nais avec, ça je l'ai compris. C'est pas tant le fait qu'ils soient homosexuels, parce que ça c'est pas gênant. C'est tout ce qu'il y avait eu avant. Et tout enfant, même si les parents sont plus ensemble,
On espère au moins que ses parents soient aimés. Ça a été le cas, ça c'est sûr. T'as pas mis de mousqueton là? Non, ça allait bien. Ah oui, il faut quand même mettre des trucs quand c'est facile. Hein. Ah, ça va, j'ai pas mis 20 mètres. Hein? J'ai pas mis 20 mètres, ça va? Ben, c'était sympa la sortie, pas trop dur. Ouais. Merci le guide. C'est toi? Hein? Enfin, Bon. tu ressors des films. Bon, tu dégages? Ben, laisse-moi sortir alors. Comme à 11 ans, j'étais mal, mes parents avaient pas mal de soucis et tout ça, donc ils m'ont mis entre les mains de ma tante et de mon oncle à Tours. Donc ils se retrouvaient là coincés par une tante qui me faisait rien faire, qui était bien gentille mais chiant, enfin vraiment. Et en plus de ça, donc tombé entre les mains des attouchements au départ de mon oncle, puis après du viol. Donc ça. Même si ça n'était pas fréquent, ça a été fait. Je veux dire, de 11 ans et puis après à 14 ans, quand je suis revenu de passage et que je me suis retrouvé à 14 ans dans un monde de l'adolescence quand même très fort, et bien que ma tante m'a laissé aller dans le pieu de mon oncle et ce qui s'est passé, eh bien, ça n'arrange pas une adolescence délicate. Donc... Au fond de moi, je pensais que c'était ce viol. Je pensais que finalement, je fuyais une certaine chose parce que j'avais été violé. Mais ce n'était pas ça, en fait. Et si mon oncle, si j'avais été violé par lui à 7-8 ans, effectivement, ça aurait été une difficulté supplémentaire. Mais là, j'avais suffisamment d'éléments pour savoir que ce mal-être, je l'avais avant. Je veux dire, mes parents m'avaient mis à Tours parce que j'étais quand même perturbé, j'étais pas comme les autres. Les alpinistes s'étaient fait un peu à Marc le scandaleux. Quelque part, on peut l'appeler comme ça, avec ces histoires de procès compliqués. Et que là, certains se sont dit « Oh, une fois de plus, voilà, c'est ça. » Et là, alors là, vraiment, c'est une très grave erreur, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le scandale. C'est scandaleux pour ceux qui le veulent bien. Mais ça, ce qu'il raconte dans son livre n'est pas scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est ce qu'il a vécu, Marc. Dès lors, pas étonnant que Marc crée En passant par la montagne, une association qui vient en aide aux jeunes en difficulté. En 1998, il se lance dans un projet un peu fou. Relier le pôle Nord en solitaire et sans assistance. Un challenge hors de sa portée physique et mentale, comme s'il avait besoin de se trouver face au défi de trop, celui qui lui ferait enfin se poser la bonne question. Marc sait désormais quel homme il est. Il décide d'arrêter l'alpinisme extrême et raccroche définitivement les crampons. Bien vivant. Ces 30 années de montagne, ça m'aura canalisé, ça m'aura été un exutoire extraordinaire. Et ces 30 années, ça a été quand même quelque part 30 années de stabilisation grâce à la montagne. Et même si je fuyais dans cette montagne, eh bien, on ne peut pas être insensible à une telle beauté quand même. Puis au moins, elle te prenait ton énergie, ce qui fait que tu dors. Moi, ça a été une drogue exceptionnelle. Mais c'était quand même une drogue qui aurait pu me tuer. Parce que les pierres, les glaces, les crevasses, les avalanches, j'ai tout connu, vraiment tout. Mais je suis entièrement vivant et puis dans la tête, bon ben, c'est sûr que la peinture, c'est très dur, la peinture. Et finalement, cette vie de montagne extrêmement dure, forcément me donne une force pour cette nouvelle vie qui est quand même axée sur la peinture.